BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et ce face-à-face, c'est avec nos deux invités, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Et Alexandre Attal, analyste et gérant de portefeuille chez Russell. Bonjour Alexandre. Déjà un petit commentaire sur ce marché. Le rebond, mais difficile rebond, Alexandre. Une journée pour l'instant stable, hein. Il ne se passe pas grand chose sur les marchés depuis l'ouverture ce matin. On accuse un petit peu la baisse et les annonces des 2 derniers jours. Nouvelles qui ont été un petit peu surpris les marchés, notamment qui ont eu des incidences sur les marchés, notamment sur le marché des devises qui ont bien bougé, le marché actions qui ont reculé hier. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'attentisme. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler l'ouverture des marchés américains cet après-midi. Des publications qui vont encore venir aux États-Unis cet après-midi pour pouvoir un peu donner la tendance. Et puis j'ai envie de dire maintenant, les yeux sont un petit peu rivés sur le discours de demain. Voilà, même si de la BCE. De la BCE, même si Mario Draghi n'a pas vocation à annoncer de grandes choses, de grandes nouvelles ou de surprendre tout le monde demain. C'est plutôt les éléments de langage, le discours, la tonalité, le vocabulaire qui va être scruté. Et donc maintenant, on est plutôt dans cette phase d'attente jusqu'à demain. Philippe Béchade, Mario Draghi se doit de rassurer quand même les marchés parce qu'il s'était un petit peu emballé là après son discours du Portugal. De Sintra, ouais. Sintra, voilà. Alors ce matin, on a déjà quelque part une sorte de petit échantillon du discours que devrait tenir Mario Draghi demain, puisque Villefroy de Galhau, notre patron de la Banque de France, a déjà annoncé que la politique restera ultra accommodante. Alors certes, la BCE a encore besoin de mener une politique monétaire accommodante, dit-il. La déflation est vaincue. En fait, ça fait 7 ans qu'on se bat contre des moulins et coup de bol, finalement, la chute du pétrole et des matières premières ne pouvant être éternelle, quelque part, on a réussi à trouver un point d'équilibre qui fait que l'inflation ou la désinflation ne s'est pas aggravée. Maintenant, le combat pour rejoindre l'objectif des 2%, on va dire que plus personne n'y croit. Au Japon, ça fait maintenant 27 ans que la Banque centrale et les gouvernements successifs tentent de poursuivre cet objectif des 2% en injectant à tout va. Et cet objectif, on ne le voit jamais arriver. Alors, tant que la situation est celle qu'on connaît, tant que la confiance des marchés est celle qu'on connaît, on peut se dire qu'on est dans un statu quo qui satisfait, c'est vrai, les investisseurs. Ouais. On n'atteindra pas les 2%, on reste accommodant, c'est tout ce qui compte. Et puis on aura quand même une normalisation de la politique monétaire de la BCE l'année prochaine. Pas sûr. C'est une baisse des rachats d'actifs. C'est ce qui va être dit, bien sûr, parce qu'il y aura une forward guidance, il y aura un verbe magique tendant à accréditer l'idée que tout va bien et que donc on peut normaliser. Enfin, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Finalement, on comprend plus ou moins que les taux vont atteindre 1,5, voire 1,75 à fin 2017, mi-2018. Et rappelez-vous, des dot plots, c'est-à-dire des nuages de points, des anticipations des divers membres de la Fed fin 2014. Pour 2018, les taux, c'était du 3%. On n'aura même pas la moitié ou juste la moitié à la fin de l'année. D'accord. Voilà. Pour dire à quel point ça se normalise. Plus de hausse de taux côté américain, Alexandre. Effectivement, nous aussi, on anticipe que potentiellement jusqu'à la fin de l'année, côté américain, on ne va pas avoir de nouvelle hausse de taux. Peut-être en décembre, si les conditions... Mais c'est pas notre scénario central. Le consensus, c'est peut-être plutôt mars, non Pour l'instant, jusqu'à fin décembre, on pense que la hausse des taux est faite. Si les conditions de marché, et notamment l'inflation repartait à la hausse, potentiellement peut-être en décembre, mais c'est pas notre scénario, privilégié. Maintenant, plus en septembre, des annonces potentiellement sur la réduction du bilan de la Fed à partir à venir, hein, qui pourrait être annoncé dès septembre. Mais effectivement, sur la Banque centrale européenne et sur tout le discours et toutes les actions à mener de Mario Draghi, on s'attend à ce qu'il y aura effectivement moins de rachats d'actifs, donc potentiellement oui un resserrement monétaire, mais ça prendra du temps, ça s'inscrira dans la durée, parce qu'il ne faut pas non plus heurter. Je pense que le discours de Draghi fin juin, finalement, il a surpris les investisseurs, mais il a été un petit peu à contre-courant de ce que même Draghi voulait. C'est-à-dire qu'il pensait
je pense pas que ne pensez pas dire ce qu'il a dit, quand même. Si, mais que la réaction des marchés Oui. en termes de hausse de taux directement et l'impact que ça a eu sur la hausse des taux, notamment des taux allemands de manière instantanée et sur la hausse de l'euro, c'était pas un effet souhaité dès le mois de juin, en tout cas en termes de politique monétaire de la part de la Banque centrale européenne. La nette remontée de l'euro, là, on n'était pas loin des 1,16 ces dernières heures, qui est plutôt due à une chute du dollar. Ça complique les choses pour la BCE, Philippe? Oui, aller trop vite, là. C'est aller trop vite. Là, on est devant un scénario qui est vraiment compliqué à gérer. Parce qu'on a effectivement un discours qui a été interprété comme un durcissement. Et puis de l'autre côté, vous avez une Fed qui, au contraire, dit finalement, la hausse des taux, il y a peut-être plus tellement de marge, on n'est pas loin de la politique neutre qu'on espérait, ou du scénario Goldilocks, un mi-chemin entre de la croissance et puis une inflation maîtrisée, tout va bien. Les boucles d'or, c'est ça? Voilà. Et l'euro au-delà de 1,15 et demi, 1,16, ça commence à poser de sérieux problèmes pour nos exportateurs. Et puis, si l'euro est fort, ça veut dire que les taux peuvent être faibles. En plus de ça, remettre une couche ou durcir demain lors de la conférence de presse, en remettre une couche. Sachant que les cambistes n'attendent qu'un signal pour envoyer le dollar à 1,18. Pourquoi pas, ou plus bas, ça serait 0,93 sur l'index dollar. Là, on serait devant un bouleversement. Or, on est justement depuis des semaines, et même depuis maintenant début mai, on est dans une sorte de consolidation latérale, une lente dérive, avec des cours qui s'affaiblissent à peine, parce que tout semble stable par ailleurs. Là, si sur le marché des changes, si sur le Forex, on se met à avoir des décalages de 3-4%, là, d'un seul coup, la volatilité va certainement se transmettre, contaminer d'autres actifs qui, pour l'instant, on touche du bois, mais il ne se passe rien, finalement. Hier soir, à Wall Street, le dollar, il bouge. Les indices US finissent à 0 et le Nasdaq s'offre un record. Oui. Et finalement, hier, il y a eu un petit trou d'air en fin d'après-midi sur les marchés européens. Et puis ce matin, regardez, on est entre 0,10 et 0,15 et toujours pour le CAC 40 entre 5120 et 5250. On y est maintenant depuis plus de 10 semaines. Cette faible volatilité, ça vous inspire quoi? Effectivement, on voit bien que sur le marché des changes, il y a beaucoup de volatilité, notamment sur la parité euro-dollar. On a eu plusieurs paliers. Les indices boursiers, pour l'instant, ça reste très très calme. On est sur un calme plat. Alors, on peut avoir des allers-retours. Un petit peu au mois de juin, on a eu un petit peu de volatilité. Puis ça s'est rapidement calmé et les marchés sont repartis. Nous, on considère qu'il y a peut-être un petit peu trop de complaisance sur les marchés. Et ces niveaux nous incitent un petit peu à la prudence dans nos portefeuilles, dans nos allocations. On regarde des protections, des stratégies de couverture, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'un retour de la volatilité et d'une transmission finalement de cette volatilité qu'on a vue sur le marché des changes avec ces mouvements par palier. On est passé de 1,11 à 1,13, de 1,13 à 1,15, de manière très rapide, quasiment en une journée, mais en quelques heures de bourse, sans réaction et sans transmission au marché. Une sorte de limite haute ces derniers mois. On n'est pas à l'abri. Là, on est parti pour la casser. Pour l'instant, on pense qu'effectivement, on pense qu'on peut casser encore un petit peu cette limite et glisser sur des niveaux un peu plus hauts pour l'euro par rapport au dollar. C'est pas impossible. Et surtout, la tendance qui s'est instillée sur les marchés depuis maintenant 8 semaines semble bien ancrée. Philippe, à partir de quel niveau ça devient problématique pour les entreprises européennes? Bon, là, on va avoir des publications qui ne seront pas affectées par cette remontée, bien sûr, mais à partir de quel niveau ça peut peser sur les résultats? Je pense que 1,16, les choses deviennent compliquées. Il ne faudrait pas que ça reste trop longtemps là, à ce niveau-là, quoi. Non, mais psychologiquement. Parce que à partir de ce moment-là, les entreprises vont devoir revoir leurs investissements, enfin leur stratégie. Les analystes vont recalculer les profits à 3-6 mois sur la base d'un dollar qui serait finalement très faible. Alors certes, contre toute devise, mais enfin peu importe, c'est un fait et ça nous complique la tâche. Les marchés obligataires, ils sont eux aussi dans un range et on se demande aujourd'hui si les niveaux d'endettement ne sont pas là aussi problématiques parce que l'air de rien, depuis 2007-2008,
les endettements n'ont cessé de progresser partout, dans tous les domaines, endettement privé, endettement du secteur public. Il n'y a rien qui va mieux aujourd'hui qu'en 2009, il faut s'en rendre compte. Et quand on dit que les entreprises elles sont blindées de cash, que jamais elles n'ont été aussi à l'aise, confortables et tout ce que vous voulez, en réalité, c'est parce que le cash est gratuit. Ouais. L'argent est gratuit. Et qu'est-ce que font les entreprises de tout ce cash ? Est-ce qu'elles investissent ? Eh bien, on confond tout. On nous dit, ah oui, ça y est, l'investissement repart. On confond tout. Ça, en Europe ? En Europe et aux États-Unis, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cet investissement ? Ce sont des entreprises qui rachètent leurs propres titres. En Europe aussi, parce que c'est surtout les Américaines qui font ça. Non, en Europe aussi, ça, on y vient et on y vient bien. Vous avez des programmes énormes, même sur les rachats, annulation de Air Liquide, par exemple. Je cite que ça, Sanofi. Donc, tous les géants y ont recours. Donc, en fait, quand on dit que l'investissement repart, c'est pas vrai du tout. Regardez aux États-Unis, le secteur industriel n'a pas créé un seul emploi au mois de juin. Pas un. Et pourtant, au mois de juin, il y a eu pour 70 ou 80 milliards de rachats de titres. Donc on se dit, les entreprises, elles font quelque chose. Oui, elles raréfient le papier pour accroître le dividende, parce qu'en fait, elles n'investissent pas. Donc si elles n'investissent pas, elles n'auront pas de meilleurs coûts de revient, elles n'auront pas une meilleure productivité. Donc pour satisfaire les actionnaires, qu'est-ce qu'on fait ? On raréfie le papier. Et après ça, vous avez des gens qui vous disent cocorico, les entreprises ça y est, c'est reparti, elles investissent. Rien du tout.